va être sur le temps de cette réunion de Zoom. Donc, les prochains qui arrivent vont simplement être muets et si on a le temps d'échanger à la fin, vu que le programme qui nous tient, j'ai vu, il est bien structuré et assez consistant. Donc, si on a le temps de prendre quelques questions et observations à la fin, dans les 10 dernières minutes, on va prendre ces observations. Donc, à présent, sans perdre du temps, je vais tout simplement introduire euh, ce programme de rencontre soir à Kemet qui rentre dans le cadre du projet Radio Kamit, un projet initié depuis quelques mois déjà. Et pour tous ceux qui nous rejoignent à partir de cette production, première production de Soir à Kemet, sachez que ici, plus spécialement, nous évoquerons les problématiques liées à ce retour aux sources, à l'ancestralité africaine et bien plus nous connaître davantage en tant que peuple kamite, peuple kémite. C'est donc le sujet de ce soir. Avec vous, je vous appelle J. Swap ou alors Bangolou. De toutes les façons, c'est un choix. Vous vous présenterez mieux à nos internautes, à nos auditeurs. Vous avez la Mhm. parole et l'échange, le fil rouge de l'échange que nous avons ce soir, c'est la question de Kamit, de peuple aliéné à Kamit. Qu'est-ce qui change? D'aliéné à Kamit, qu'est-ce qui change? Du coup, je vous la pose comme ceci et vous avez une quinzaine de minutes pour votre exposé. Ok, merci de me passer la parole. Moi, c'est Zubang, Zubang, et je suis chercheur indépendant et écrivain. Je travaille sur les traditions africaines, sur les traditions kamites, en fait, et principalement dans le secteur des livres pour enfants. Le thème qui nous appelle ce soir, c'est d'aliéner à Kamit, qu'est-ce qui change? Bon, avant de commencer, je voulais d'abord définir certains concepts, par exemple aliéner et Kamit, changement, pour qu'on soit bien au courant de ce dont on va parler. Bon. Aliéner du, du mot alien signifiant étranger, euh, vient du mot alien signifiant étranger. Donc moi, j'entends l'aliénation comme étant le processus par lequel un peuple ou un individu devient étranger à lui-même, à sa matrice culturelle et à ses ancêtres. C'est la déconnexion à son identité culturelle et ontologique. Dans son livre Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop identifie trois facteurs définissant l'identité culturelle: le facteur historique, le facteur linguistique et le facteur psychologique. L'identité culturelle d'un peuple se conduit à travers l'éducation que reçoivent ses citoyens. Faute de souveraineté due aux péripéties de l'histoire récente du peuple mélanodème, le, où qu'il se trouve, le peuple mélanodème subit la dictature éducationnelle de forces exogènes, ce qui conduit à une réelle déséducation qui en soi représente l'une des machines principales de l'aliénation. Kamit, ici, j'entends par Kamit un individu qui a transcendé l'aliénation ou qui est en processus de transcender les forces d'aliénation pour renouer avec son identité culturelle africaine, sous-entendant renouer sur les trois principaux facteurs identifiés par Cheikh Anta Diop, étant le facteur historique, le facteur linguistique et le facteur psychologique. Bon, dans la toute première phrase du livre illustre de l'Africain-américain Carter Woodson, The Miseducation of the Negro, la déséducation du nègre, l'auteur dit ceci: les nègres instruits ont une attitude de mépris envers leur propre peuple, parce que dans leur école, comme dans les écoles mixtes, les nègres apprennent à admirer l'hébreu, le grec, le latin et le teuton et à mépriser l'africain.
Ce constat fait pour les États-Unis s'applique sans faille sur toute l'étendue du monde noir. L'auteur ajoute: l'idée de l'infériorité du nègre est ancrée en lui dans presque toutes les classes où il entre et dans presque tous les livres qu'il étudie. S'il arrive à quitter l'école après avoir maîtrisé les fondamentaux, avant de terminer le lycée ou d'atteindre l'université, il échappera naturellement à certains de ses biais et peut se remettre à temps pour être utile à son peuple. L'auteur écrit ici en 1913, mais ces mots sont tellement d'actualité en fait qu'on dirait, dirait que le temps s'est figé parce que ce qu'il dit là est toujours observable ici, est toujours observable et pas seulement aux États-Unis mais dans l'ensemble de la totalité du monde noir. Lorsqu'un nègre a terminé ses études dans nos écoles, il a alors été équipé pour commencer la vie d'un américanisé ou européanisé, d'un homme blanc. Mais avant de franchir le seuil de son alma mater, ses professeurs lui disent qu'il doit retourner auprès de son propre peuple, dont il a été séparé par une vision d'idéaux, qu'il, dans sa désillusion, se rendra compte de ne pouvoir atteindre. Considérant sa race comme vide d'accomplissement, il entreprend alors de stimuler les imitations des autres. Comme tout autre effort d'imitation dénué de sens, cela entraîne un échec. Les dons inhabituels de la race ne sont donc pas développés et le monde réticent continue donc de se demander à quoi servent les nègres. Et c'est une question qui est toujours, que l'on se pose toujours aujourd'hui, que presque le monde entier se pose toujours. On demande toujours, mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et ce qui se passe en Afrique, c'est que l'Afrique est victime d'aliénation. Et tant que l'Afrique ne transcende pas cette aliénation, on sera toujours dans les mêmes schémas, en fait. C'est pour ça que ce que Carter Woodson dit, il y a 100 ans, voire encore, presque 100 ans, voire encore aujourd'hui. Il y a 100 ans, voire encore aujourd'hui. L'aliénation opère et se manifeste donc sous plusieurs formes qui concourent toutes à la même fin, la domination de l'aliéné sur tous les plans. La domination de l'aliéné sur tous les plans. L'esclavage et la colonisation ont marqué une incursion dans la trajectoire historique du peuple africain qui s'est retrouvé confronté à des challenges majeurs. Les puissances dominantes ont alors imposé à l'Afrique leur version de l'histoire qui a été enseignée et encore enseignée à des millions d'Africains, déformant complètement la perception que nous avons de notre passé. L'ethnographie coloniale s'est alors fait un malin plaisir d'inventer des catégories de peuples et tribus complètement inexistantes, créant ainsi un tribalisme accru qui gangrène l'Africain et l'Afrique encore aujourd'hui. Le professeur John Henry Clark définit l'histoire par ces termes. L'histoire n'est pas tout, mais c'est un point de départ. L'histoire est une horloge que les peuples utilisent pour indiquer leur heure politique et culturelle. C'est une sol qu'ils utilisent pour se retrouver sur la carte de la géographie humaine. Elle leur indique où ils sont, mais surtout ce qu'ils doivent être. Cette définition de l'histoire indique précisément le but de l'aliénation, en ce qui concerne l'aspect historique de l'identité d'un peuple. Il s'agit ici tout simplement de dévier un peuple de sa trajectoire historique naturelle. Il convient de rappeler, évidemment, qu'un peuple sans conscience historique est un peuple sans direction. Du reste, Marcus Garvey l'exprime clairement lorsqu'il dit « Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. » Pendant des siècles, à travers une histoire frauduleuse et falsifiée, le barbares africain a donc été privé de ses racines et donc de sa sève nourricière, ce que nombre d'érudits africains, dont le principal Cheikh Anta Diop, ont corrigé en remettant les pendules de l'histoire africaine à l'heure. Il apparaît donc clairement ici l'importance du facteur historique dans la constitution de l'identité culturelle. Et c'est cette constitution de l'identité culturelle qui permet de transcender, c'est ce premier volet qui permet de transcender l'aliénation en redonnant à l'Africain son orgueil. Et c'est de ça qu'on parle, c'est ça qui est l'ordre du premier point dans
la conscience de soi, la conscience de soi et la reprise de sa volonté. Qu'est-ce qui change? Bon. Je reviendrai sur ces points, point par point, pour essayer de les élucider. Mais avant, je vais d'abord finir avec tous les facteurs d'aliénation et tous les domaines qu'ils touchent. Cheikh Anta Diop dit ceci. Non, je reviendrai là-dessus. Il y a la langue, de l'aspect linguistique de l'aliénation. Pour les adeptes de l'universalisme, une langue vaut une autre, ce qui est un non-sens colossal. Dans Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop parle de la langue en ces termes. Une langue est, à chaque étape de son évolution, un système fermé qui suffit à lui-même pour exprimer tout l'univers tel que perçu par le sujet pensant. Il ne s'agit donc pas d'un assemblage de mots ayant pour but de communiquer, mais de la cristallisation de l'expérience, de la pensée et de la science d'un peuple, au sens du professeur Kovilek-Miret. Dans son livre African Cosmology of the Bantu Congo, Principles of Life and Living, l'ancêtre Fukia tente de faire comprendre la réalité que cache la langue, prenant même l'exemple de la perception sensorielle pourtant commune à tous les êtres humains, mais dont l'interprétation est vécue différemment par les uns et les autres. On parle de commettre un crime, ici je cite le texte, on parle de commettre un crime dans le langage judiciaire occidental, mais dans la plupart des cultures africaines et celle du Congo en particulier, on dit nata nkanu, porter un crime. Il faut discuter du contraste entre ces deux concepts pour mieux comprendre le concept africain de crime. Cette distinction est fondamentalement linguistico-culturelle. Comprendre les enjeux, les jeux des mots. Les jeux des mots sont très importants dans toutes les études de deux ou plusieurs cultures distinctes. Un jeu de mots est un mot-clé de la compréhension intellectuelle ou scientifique. En anglais, on ressent une douleur. En Kikongo, on voit une douleur. Monampasi. Lorsqu'un Anglais fume une cigarette, un Mukongo boira une cigarette. Noa, Saka, Nsunga. En anglais, on sent un certain parfum. Le Mukongo l'entendra. Wansunga. Quand l'école occidentale définit l'homme comme un animal intelligent, le Nganga, l'initié à la façon de penser africaine, préférera lui dire que l'être humain est un système de systèmes. Muntu, Ikimpa, Kiabimpa. L'on appelle aussi de manière variable Nkingu Nkingu, principe des principes, c'est-à-dire le motif des motifs, parce que le Muntu, l'être humain, est le système clé des systèmes. Il est capable en tant que tel de produire matériellement et technologiquement d'autres systèmes. On est donc forcé de constater que les langues étrangères desservent le continent africain en emprisonnant ses enfants dans des visions du monde différentes, sinon même antagonistes à la vision du monde authentique. Le remède à l'aliénation linguistique, on en parlera tout à l'heure parmi les points à souligner. Il y a l'aliénation psychologique. L'aliénation psychologique, l'aspect psychologique de l'aliénation est certainement le plus brutal, en ce sens qu'il renforce toutes les autres formes d'aliénation, les pérennisant ainsi si rien n'est fait. Dans son livre intitulé Post-Traumatic Slave Syndrome, le docteur Joy DeGruy écrit ceci. Tout au long de l'histoire enregistrée, les peuples se sont subjugués, asservis et parfois même exterminés les uns les autres. Les puissants oppriment les moins puissants qui, à leur tour, oppriment ceux qui sont encore moins puissants qu'eux. Les cycles d'oppression laissent des cicatrices sur les victimes comme sur les vainqueurs, des cicatrices qui s'enracinent dans notre psychisme collectif et sont transmises de génération en génération, nous privant de notre humanité. Son livre est un brillant exposé dans lequel elle fait le diagnostic des séquelles qu'ont laissé des siècles de razzia, d'esclavage et de colonisation sur le peuple méladodène. Elle explique en fait dans son livre, pour être un peu terre à terre, elle explique dans son livre que le fait que l'Africain ait subi toutes ces dominations et un récit qui lui a été imposé, peu importe si c'est en 1900, si c'est en 1400 que
comment il s'appelle? J'oublie même son nom. Il a codifié, le père le père de la nomenclature, qui a codifié en fait les catégories, qui a catégorisé l'existant tel qu'on le retrouve aujourd'hui dans les manuels, surtout en utilisant les termes latins. Et lui, en catégorisant l'existant, quand il catégorise l'existant, parlant des êtres humains, il définit l'Africain comme un être paresseux. Et jusqu'aujourd'hui, ce stéréotype qui a été créé sans fondement scientifique aucun à cette époque-là est toujours retrouvé aujourd'hui. Donc, elle explique dans son livre que peu importe si le moment où la genèse du traumatisme psychique qui est imposé aux Noirs, si rien n'est fait, il continue à perdurer puisque les enfants africains continuent à se voir à l'intérieur à travers le regard des autres et la perception qu'ils ont de dépend de ce que les autres disent d'eux. D'où ce facteur aliénant, parlant de cela. Frantz Fanon disait donc dans Peau noire, masque blanc, chaque fois qu'un homme de couleur proteste, il y a aliénation. Chaque fois qu'un homme de couleur réprouve, il y a aliénation. Nous verrons plus loin que le nègre infériorisé va de l'insécurité humiliante à l'auto-accusation ressentie jusqu'au désespoir. Souvent, l'attitude du noir en face du blanc ou en face de son congénère reproduit presque intégralement une constellation délirante qui touche au domaine pathologique. Donc ici, là, on rentre encore clairement dans l'aspect psychologique de l'aliénation. La situation servile que l'Africain a occupée pendant des siècles l'a conditionné à la soumission. Cet art, ou alors ce réflexe de subordination, doit être corrigé pour permettre à l'Africain de se libérer et de s'épanouir pleinement. Un autre outil de la domination, de l'aliénation psychologique, c'est la religion. De tous les outils de l'aliénation psychologique, la religion est certainement la plus sévère. Le professeur Clark disait alors, l'Européen a colonisé l'image de Dieu et ajoutait, si on retire la statuette de Jésus blanc dans l'église, beaucoup d'Africains n'iront plus à l'église. Tel que l'explique le docteur en psychologie Umar Johnson à sa suite, prier un Jésus blanc conduit à une vénération du blanc, qui est un réflexe projeté du divin pour l'adepte. Le résultat est le même pour un prophète arabe ou même asiatique. Et on se rend donc compte de façon palpable du manque de la pathologie qui affecte le noir quand on regarde l'exemple, par exemple, de Bouddha. Bouddha, qui est Bouddha d'origine kamite et dont les premières représentations montrent clairement son aspect négroïde, est aujourd'hui représenté surtout à travers le travail de la personne, c'est le professeur Runoko Rashidi qui a travaillé sur l'influence de la présence africaine dans le monde asiatique, en Asie, qui nous fait part de ça. Malgré le fait que les premières représentations de Bouddha montrent clairement son aspect négroïde, aujourd'hui, Bouddha est représenté sous des traits totalement asiatiques, ce qui est parfaitement normal. Parce que, comme le dit le professeur Clark, tout peuple mentalement sain représente le divin à sa propre image. Les manifestations de l'adulation du locodème se révèlent dans la fascination du nègre pour le locodème, qui ne rêve que d'être aimé de ceux-ci. C'est donc l'un des symptômes de l'aliénation. Fanon raconte cette anecdote hilarante. Il y a une trentaine d'années, un noir du beau teint, en plein coït avec une blonde incendiaire, au moment de l'orgasme s'écria « Vive Schellcher !» Quand on saura que Schellcher est celui qui a fait adopter par la Troisième République le décret de l'abolition de l'esclavage, on comprendra qu'il faille s'appesantir quelque peu sur les relations possibles entre noir et la blanche, entre le noir et la blanche. L'Africain dont on répète donc machinalement ces mêmes schémas-là, et ce sont des schémas d'aliénation. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu à travers, quand tu viens en Europe, l'une des premières choses que tes amis te demandent après que tu aies fait presque un mois, c'est combien de blanches avec qui est-ce que tu es sorti. C'est l'une des premières questions qu'on te pose. Ce sont donc ces schémas d'aliénation psychologique qui renforcent la déification du blanc à travers des images religieuses qui ont été imposées à l'Africain. Les religions révélées ont pourtant copié l'essentiel du contenu philosophique de leurs livres sacrés au texte kamite, ont inversé les valeurs des divinités principales
Ainsi, Osiris qui était noir et Seth blanc, pour des raisons scientifiques. Pour le dogme et la domination, Jésus devient blanc et Satan noir. La domination est totale quand on sait qu'en elle-même, la religion est un outil de domination qui sert principalement à anéantir tout esprit critique chez ses adeptes. Ainsi, Dieu peut créer le ciel et la terre le premier jour et créer le soleil le quatrième jour sans que cela ne gêne personne. Sans que l'on ne se demande alors quelle fut la mesure des jours, puisque c'est bel et bien le soleil, le mouvement de l'astre solaire qui définit le concept de jour lui-même. Et à ce titre, Omotunde dit ceci dans Cosmogenèse Camide 2. Où est le texte? Il faudrait que je le retrouve. Sans vouloir te couper, pendant que tu retrouves le test, juste signaler que les exigences, les contraintes de temps commencent déjà à se signaler. Et donc, j'aurai le petit bonhomme qui marquera la cloche de fin. Ok. De fin de On l'exposé. a combien de minutes déjà? Je ne sais même pas. Disons qu'il nous manque, alors pour cet exposé, disons qu'on peut encore se tolérer 3 à 5 minutes. Ok. Bon, je dois donc sauter une bonne partie de l'exposé et aller directement à ce qui change. Bon. Ce qui change en fait, bon là je vais freestyle. Ce qui change, c'est, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect historique, la conscience de soi. Une fois que l'Africain est au fait de l'aliénation et des mécanismes qui dirigent l'aliénation et va donc à la recherche de son histoire, la première chose qui arrive, c'est l'orgueil. L'orgueil retrouvé au vu de du long parcours historique du peuple mélanodème. Et ça va de soi. Et l'orgueil retrouvé va avec la reprise de sa propre volonté. La reprise de la volonté anime donc la quête profonde, parce que généralement, quand on s'y retrouve de façon... bon, tu vois une vidéo ici à gauche, à droite, tu lis un petit extrait d'un livre, mais généralement, ce n'est pas suffisant. Il faut donc faire une quête profonde pour comprendre son propre comportement et celui de la société africaine tout entière. Un peu à l'image de ce que des textes, par exemple, de Frantz Fanon ou alors comment elle s'appelle? De Cress Welsing, une africaine-américaine qui a écrit un livre brillant de Isis Papers, Les clés des couleurs. Bon, au-delà de ça, la compréhension profonde de son propre comportement et de celui de la société tout entière, une fois que l'Africain fait ça, il comprend donc que les mécanismes qui guident l'aliénation sont plus profonds que ce qu'il pensait, par exemple avec le facteur linguistique. On ne peut pas rester parler la langue du colon parce que la langue véhicule la connaissance même d'un peuple. Et je prends un exemple banal, bon, qui n'est même pas tellement banal. Les langues africaines ont ceci de particulier, de magique, qu'elles intègrent par exemple un grand savoir médical. Le nom des maladies et le nom des plantes sont généralement les mêmes. Donc, si tu connais le nom des plantes, si tu connais le nom de la maladie que tu as, tu peux aller dans l'univers des plantes et chercher, tu vas trouver le nom de la plante qui le soigne. Dans ma langue, par exemple, il y a une plante qu'on appelle Ntankoyou qui signifie l'oreille qui n'entend pas. Donc, si un enfant a un problème de plante d'oreille qui n'entend pas ou d'un problème d'oreille quelconque, c'est la plante là qu'on utilise pour le soigner. Et cette analogie-là permet donc à l'Africain de se déployer dans son univers en ayant toutes les clés pour s'en sortir. Mais une fois qu'on t'impose le français et que tu te coupes de cette source-là, tu perds le fil et tu perds tout ce savoir endogène qui pourrait te permettre de t'épanouir dans ton environnement. C'est donc ça une des choses qui un des changements qui s'opèrent quand l'on fait le passage d'aliénat à kamite. On fait un retour vers les langues africaines et c'est ce qu'on gagne. Une meilleure compréhension des traditions ainsi que des sciences dites modernes. En ce que les religions modernes se basent sur le dogme et les traditions africaines, les spiritualités africaines se basent sur l'observation de l'univers. Toutes les observations modernes qui sont faites et toutes les nouvelles découvertes, par exemple, dans le domaine de la physique quantique,
viennent toujours confirmer tout ce que les ancêtres avaient déjà dit il y a longtemps. Ce qui fait que pour quelqu'un qui a un esprit critique et qui a un esprit curieux, qui s'aventure vers toute cette nouvelle science-là, il s'y retrouve aisément en faisant les comparaisons avec les sciences des ancêtres. Et le livre, par exemple, de Foucault que j'ai cité tout à l'heure, qui faisait état des aspects linguistiques et des différences qui peuvent se retrouver entre l'anglais et le kikongo, est un brillant exemple de cela. Une fois cela fait, là, il a donc toutes les clés pour passer de là, pour quitter, pour avoir l'activation, pour sortir de la réaction. Parce que l'un des premiers problèmes de l'aliénation, c'est que l'aliénation t'enferme dans la réaction. On est toujours en train de réagir à ce que l'autre fait au lieu d'agir pour soi. Et je voulais citer là un extrait mais je ne pense pas qu'on aura le temps. Parce que quand Thomas Sankara dit, par exemple, on me demande où se trouve l'impérialisme. Regardez dans vos assiettes. Vous mangez des grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Comme pour dire que l'aliénation se retrouve partout où on est. Et donc, le retour vers l'action, c'est d'arrêter de reproduire les mêmes schémas qui ont déjà été faits et de commencer à créer de nouveaux schémas vertueux pour l'éclosion du peuple kamite, en fait. Par exemple, d'un point de vue économique, l'entrepreneuriat collectif. Parce qu'au sens de Karl Marx, même lui définissait l'aliénation comme le capitalisme, pour lui, c'était l'aliénation. Donc, un Africain, un kamite ne peut pas être capitaliste parce que le capitalisme, déjà même, c'est déjà l'aliénation. Donc, un des remèdes, une des choses qui change, c'est la dissociation de ce genre d'idéologie et le retour vers l'entrepreneuriat collectif kamite. Alors, non pas parce que l'exposé n'est pas intéressant, il est ô combien intéressant, mais parce que le temps commence à nous tenir, il fallait aller chercher les avis de ceux qui sont avec nous. Exact. J'ai dit tout à l'heure que c'était un petit bonhomme, mais ce n'est pas vraiment un petit bonhomme. On va s'habituer à lui parce qu'il va nous rappeler le temps dans nos prises de parole. Alors, je voudrais tout de suite, avant de passer la parole, rappeler comment ça va se passer. Vous vous présenterez et puis vous poserez la question ou alors vous ferez votre observation pour ceux qui nous ont rejoints. Moi, d'entrée de jeu, parce que pour cette première sortie, la définition des concepts nous semble très importante. Je voudrais poser la question de savoir c'est qui un kamite. Oui, j'avais gardé ça pour la fin, en fait, c'était la conclusion. Ouais. Un kamite, c'est un être humain mélanodème qui a fait le choix de se défaire des chaînes invisibles de l'asservissement mental et de l'aliénation et renouer avec le mental de conquérant de ses ancêtres, qui a décidé de s'armer de Mahat, de l'idéologie africaine de la vertu et de l'excellence pour faire face aux challenges personnels, familiaux, communautaires et universels de toute l'humanité entière, en partant bien dans cet ordre-là, du personnel vers l'universel. C'est ça un kamite. Alors, dans cette définition, on a bien de termes et puis, tout comme dans ton exposé de tout à l'heure, on a des thèmes auxquels on s'habituera, j'espère, au fur et à mesure qu'on tiendra ces moments de rencontre. C'est bien sûr soir à Kemet. Vous y êtes conviés, vous qui nous regardez, qui vous habituerez forcément à ce nouveau programme de Radio Kamite. Alors, je voudrais passer la parole à l'autre invité. Nous en avons deux que j'observe là sur mon tableau de bord. Peut-être qu'ils ont des mots à dire, peut-être qu'ils ont des questions à poser. Et de toutes les façons, ouvrez votre micro, c'est libre. Alors, vous m'écoutez là? Salut. Salut. Ouais, je suis vraiment, je vais dire déjà content de tout cet exposé. C'est vraiment, je vais dire, comment dire, assez intéressant, très bien fait. Ça m'a coupé toutes les paroles de la bouche dans le sens où, bon, je vais dire l'aliénation cette définition-là où tu as pris dans tous les sens,
c'était vraiment intéressant. C'est-à-dire, bon, ce que je retiens le plus, c'est la déviation du peuple de sa ligne, de la ligne qui devrait suivre normalement. Je vais dire, avec tous les mécanismes qu'on connaît, cette agressivité, l'implantation de ces systèmes de violence en détruisant toutes nos bases spirituelles, sociales et tout. Bon, moi, franchement, c'était très intéressant. Bon, compléter cela, je ne sais pas, parce que où le problème est, c'est, je ne sais pas si je vais vite dans besogne, c'est surtout comment faire pour y revenir. Je vais dire, Oui, c'est vraiment faute de temps parce que je n'ai même pas calculé le temps quand j'ai préparé l'exposé. Parce que l'exposé, il est non, encore long. Je crois qu'on aurait eu le double du temps. Ça n'aurait certainement peut-être pas suffi parce que j'ai trop. C'est un très bon exposé, c'est un très bon exposé, vraiment. Et ça dit pleinement sur ce qu'on est. Je veux dire, ce qu'on subit et tout, justement. Mon idée personnelle sur cette affaire, c'est juste ça. C'est que, bon, nous vivons en Afrique les conséquences de cette aliénation. Bon, je pense que personnellement, je pense que même quand on pense qu'on est sorti, on n'a même pas encore commencé de sortir. Exactement, exactement. C'était en fait ça que je voulais. C'était ça même en fait le thème de l'exposé pour dire que le Camille tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est un homme en mouvement. Ce n'est pas quelqu'un d'achevé. C'est un homme en mouvement parce que si on le définissait comme un homme achevé, personne d'entre nous ne le serait et ne le serait peut-être même jamais. Parce que les mécanismes de l'aliénation sont vraiment variés. Et le point central sur lequel il faut insister pour sortir l'aliénation, c'est la reprise de la pratique spirituelle et l'activation du génie. Parce que la pratique spirituelle africaine a ceci de fondamental qu'elle permet d'activer toutes les facultés mentales d'un individu, de faire la synthèse entre les différentes parties de son cerveau pour qu'il puisse exprimer son génie et tout son potentiel en fait. Et c'est ça, en fait, le but final de l'aliénation qu'on subit. C'est de nous empêcher de faire ça, d'activer le génie, parce que l'Africain est fondamentalement un génie. Il a déjà prouvé plein de fois dans l'histoire. Il n'y a plus rien à redire par rapport à ça. La partie fondamentale, c'est est-ce que les Africains vont donc se débarrasser de l'aliénation sur tous les plans qui les empêchent de se débarrasser de l'aliénation et aller vers la reprise de la pratique spirituelle. Parce que c'est ça le Kamit. Ce n'est pas autre chose. Moins que ça, il n'y a pas. C'est l'aspect même le plus fondamental de tout ça parce que c'est l'aspect qui permet de. Vu que c'est la religion qui était l'aspect psychologique, qui était l'aspect le plus brutal de l'aliénation, c'est également l'aspect spirituel qui répare cet aspect-là, qui est l'aspect le plus vertueux du retour vers l'idéologie kamite et vers l'être kamite, vers l'identité kamite. Je partage totalement. Et justement, les questions qui me viennent souvent, je vais dire, je ne sais pas s'il y avait même dans le groupe peut-être un contradicteur, parce que moi, tout ce que tu dis, vraiment, je te corrobore à 1000% pour dire. Parce que généralement, quand on est dans la société, on parle de ça, on a toujours je vais dire, des oppositions du genre, de quelle spiritualité tu parles. Oui, c'est beaucoup de questions. On va faire, tu vois, comment on va faire pour retenir une spiritualité qu'on ne connaît pas. Et bien même quand on pense qu'on est retourné là, c'est toujours la fausse spiritualité. Je veux dire, c'est plus ces questions qui reviennent. C'est-à-dire, les gens ont besoin d'avoir un manuel de spiritualité. Je veux dire, on est déjà habitué à ce système où il y a un livre de la parole et on a besoin d'un livre. Donc, je veux dire, c'est... Oui, ça, c'est encore un autre facteur d'aliénation. La spiritualité kamite telle qu'elle s'exprime, elle commence d'abord par l'observation, d'après ce que moi j'en sais. Elle commence par l'observation. Si, par exemple, dans les textes sacrés africains, on représente Osiris sous forme de canard, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que Osiris si tu ne sais pas fondamentalement quelle est la vie du canard, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, c'est quoi le canard. Tu n'as pas besoin de partir lire un texte sacré, il y a les canards partout. Observe-les d'abord et ce que tu vas comprendre du canard va te permettre de comprendre ce que le texte sacré dit. Parce que tant que tu n'as pas compris ce que c'est que l'animal sur lequel on a construit tout le concept et toute la philosophie, tu ne comprendras pas la philosophie, c'est clair et net. Ça coule de source. Et c'est donc ça, l'Africain vit avec des animaux dont il ne connaît pas les noms, parce qu'il ne connaît pas les noms dans sa langue. Il ne sait pas ce que ces noms-là signifient dans sa langue. Tu demandes
comme on dit, on appelle le chat poussi dans presque toutes les langues africaines. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne peut pas te dire. Pourtant, il y a tout le chat, c'est un animal qui était domestiqué par rapport à la spiritualité et pour la spiritualité. Donc, il y a toute une construction philosophique qui est faite derrière, toute une construction philosophique spirituelle faite derrière. Vas-y. Non, Alors, je comprends. Je dis, Non, la cloche est en train d'arriver. Ok. oui, parce que le temps vraiment, c'est très intéressant tout ce que nous écoutons là, que ce soit quand on parle de la Mahat, quand on parle d'Osiris, Seth et tout. Ce sont des concepts auxquels on s'habituera et on habituera nos internautes. Une préoccupation qui a été soulevée tantôt, c'est le souci d'avoir un contradicteur. Nous disons commencer comme ça, nous éduquer, faire ces causeries, peut-être qu'on va susciter une voix qui ne l'entend pas dans le même sens que nous. Et puis, justement. dans une prochaine Justement. causerie, on pourra inviter cette voix dissidente, si je me permets l'expression, pour pouvoir enrichir davantage le débat. Ouais. Alors, il me revient maintenant de vous remercier déjà pour le brillant exposé. Donc, bravo. Merci. Bravo à l'exposant. Et pour vous autres qui avez pris votre temps pour écouter et participer, voilà, on espère réitérer le rendez-vous pour la prochaine fois. Et merci vivement que le projet connaisse davantage d'adhésion. Merci pour le projet et toute cette disponibilité, cette possibilité que nous offrez. C'est bien ces causeries. Merci, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous regarder. Ce sont les causeries, disons, éducatives, soit à Kemet. On se refait cette grande causerie autour du feu dont on a souvenance. C'est un retour à l'ancestralité en tout cas. Merci de rester nombreux. Scotché Radio Kamit. Abonnez-vous, partagez si vous trouvez le contenu important. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver pour les prochaines éditions. Bien le bonsoir.